en ce 24 novembre, nous avons une soirée bien remplie ce soir. Donc, la web radio est sur l'article 1074.2 du Code civil du Québec. On en a parlé depuis déjà longtemps. Alors, par contre, comme c'est quelque chose qui est encore un caillou dans le soulier de bien des gens dans la copropriété, on doit absolument revenir sur les situations qui font que les syndicats ont des difficultés à se sortir de ces sinistres. Ce soir, je suis très heureuse de vous présenter mes collaborateurs pour notre rencontre de ce soir. Donc, Valérie Couture, condo-stratégiste. Nous avons un type qui commence à être un habitué, Mathieu Sirois de la firme Crawford, expert en sinistre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Et nous avons naturellement des invités qui ne nécessitent même pas de présentation puisqu'ils sont très reconnus. Maître Yves Jolicoeur, bonsoir, Maître Jolicoeur. Et Maître Michel Paradis, toujours de Terrien Couture Jolicoeur de Québec. Bonsoir, Maître Paradis. Bonsoir, Valérie. Alors, ce soir, j'ai l'honneur, Condo Stratégiste a l'honneur de vous présenter comme partenaire de la séance ce soir ce dossier-là qui nous tient beaucoup à cœur comme gestionnaire de copropriété. Mon équipe et toutes les équipes de gestion de copropriété travaillent tellement fort avec cette situation du 1074.2. Donc, on va vraiment essayer de couvrir le plus large possible puis de vous aider à apporter des pistes de solutions, des éclairages sur la séance de ce soir. Donc, on poursuit notre soirée avec, dans un premier temps, on va vous parler d'une web qui a passé, que fait les médias, où on a eu la présence de Maître Jolicoeur à LCN. Je vous invite à écouter l'entrevue, ça met la table à notre séance de ce soir. On va mettre un petit peu de son, ce ne sera pas long, un petit problème technique. On va nous revenir avec l'entrevue. Au sujet de cette fameuse loi 141 qui est maintenant implantée depuis 2019 parce que ça touche l'assurance, vos assurances et soudainement, il s'en trouve qu'il y a des copropriétaires qui, malgré leur négligence, voient la copropriété payer pour les réparations. J'essaie de démêler tout ça avec Maître Yves Jolicoeur, qui est avocat émérite, regroupement des gestionnaires de copropriétaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Pour être moi-même en copropriété, je comprends que le projet de loi 141 vient avec un article qui est très important, le fonds d'auto-assurance, qui demande aux gens d'avoir le montant de la franchise la plus élevée, donc au moins paré à ça. Mais ça vient aussi avec un article qui dit, peu importe ce que le copropriétaire fait, négligent ou non, il n'est pas responsable. En fait, le Québec a modifié la loi pour, dans le fond, essayer de rendre plus responsables les copropriétaires vis-à-vis de leurs faits et gestes. Mais ce qui n'est pas du tout couvert, c'est un exemple, si vous avez un locataire dans votre logement et que le locataire crée un bris, crée des dommages, un dégât d'eau dans l'immeuble, la position des assureurs, c'est de dire, écoutez, ce n'est pas notre assuré qui en est la cause, c'est son locataire et nous, on ne paye pas. Alors, il y a toutes sortes de motifs que actuellement les assureurs se servent pour ne pas payer. Je parle des assureurs en responsabilité civile et sécuritaire, ce qui fait en sorte que ça crée un trou gigantesque dans les finances d'une copropriété, puisqu'effectivement, c'est l'ensemble des sécuritaires qui, dans des circonstances comme ça, sont tenus de payer ce qui aurait dû en temps normal et par le passé été payé par l'assureur des copropriétaires en responsabilité civile. Ça fait longtemps qu'on disait à Québec, écoutez, on avait un système qui était prévu dans les déclarations de sécurité qui imputait la responsabilité, un exemple, à un copropriétaire à l'égard des dommages que son locataire causait dans une partie privative. Là, aujourd'hui, les assureurs ne payent plus ça, ce qui amène, somme toute, des litiges devant les tribunaux. Il y a eu d'ailleurs une récente décision qui a été rendue par la Cour du Québec en cette matière. Donc, par une mauvaise rédaction, on se ramasse avec des litiges. Les syndicats sont obligés de poursuivre des copropriétaires. Puis pourquoi ils les poursuivent? Parce que leur assureur ne veut pas payer. Et tout ça, dans le fond, va amener un encombrement du rôle devant la Cour du Québec. C'est réellement une mesure qui doit être retravaillée par le ministère des Finances pour qu'on évite, somme toute, ce qu'on connaît présentement. Mais vous parlez des locataires, mais les propriétaires aussi, sauf erreur, et je répète, là,
expérience personnelle sur les conseils d'administration d'une copropriété. Simple sinistre, là, qui est la négligence, quelqu'un qui a mis trop de papier dans sa toilette, quoi que ce soit, justement, il y a un dégât, ça tombe chez le voisin en bas, et soudainement, c'est tout le temps la copropriété qui se retrouve responsable. Et là, comme les syndicats veulent pas payer, parce qu'ils trouvent ça quand même injuste de faire payer l'ensemble des copropriétaires pour la négligence d'un copropriétaire, eh bien là, on accumule aussi les poursuites, et souvent, les membres des conseils d'administration ne sont pas nécessairement aiguisés dans le domaine. Vous avez tout à fait raison. La mesure législative qui a été produite par Québec est totalement inadéquate. Effectivement, ça amène des bénévoles qui seraient sur les conseils d'administration à se poser la question, est-ce que je poursuis mon voisin, comme vous dites, parce qu'on a mis trop de papier de toilette? C'est surtout, je vous dirais, la position des assurants qui est en fond inacceptable. Ils disent, écoutez, vous ne nous avez pas prouvé que c'est le papier de toilette qui a fait déborder l'eau, donc on ne paiera pas. On se ramasse dans des situations où des gens qui sont de bonne foi, qui payent des primes d'assurance en responsabilité civile. Il faut se le rappeler que Québec oblige depuis le 15 octobre dernier tous les copropriétaires à avoir une assurance responsabilité civile. Ça oblige des administrateurs bénévoles à poursuivre leurs voisins. Puis lui, le voisin, il ne comprend pas parce que j'ai payé une prime en assurance responsabilité. La loi me l'oblige. Je ne comprends pas pourquoi mon assureur ne paye pas. Alors, ce n'est pas tellement la mauvaise foi des copropriétaires, parce que quand on prend une assurance responsabilité civile, c'est justement pour les malchances, que plus la situation d'une position où les assureurs aujourd'hui poussent le bouchon au maximum, on nie couverture, puis on se ramasse dans des contentieux. Je vous dirais que 90 % des copropriétaires au Québec sont responsables. Mais quand on prend une assurance responsabilité, c'est justement pour cette malchance qu'on a un jour dans notre vie. On fait déborder le bain, puis là, après ça, ça fait des dommages un peu partout. Là, le copropriétaire s'attend qu'il a payé une prime d'assurance que son assureur en responsabilité va payer. Et souvent, on dit non. Alors, actuellement, là, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas se le cacher. Ça ne fonctionne pas. Et il faut absolument que le Québec modifie le texte de loi pour revenir au régime qu'on avait autrefois. Justement, est-ce qu'on pense que cette pétition ou ces discussions vont mener à des résultats rapidement à l'Assemblée nationale ou à tout le moins dans la législation? Ou est-ce que c'est les juges qui vont être aux prises avec plusieurs conflits qui vont y aller de jurisprudence, qui va éventuellement faire changer les choses? Vous avez tout à fait raison. Actuellement, on a lancé dans la balle aux juges, puis je pense que les juges de la Cour du Québec, c'est surtout à disons des petits clients, si on a des dossiers, ils ont autre chose à faire que de gérer des dossiers de papier de toilette. C'est vraiment, vraiment mal géré nos finances publiques avec cet article-là, c'est évident. Quant à la question de la pétition, vous savez, le regroupement des gestionnaires, c'est pas d'hier qu'on demande des réformes législatives sur la question. C'est nous autres qui avons d'ailleurs eu la première modification de 1074.2 parce qu'il y avait d'autres problèmes. Le texte qui a été donné ne nous satisfait pas. C'est sûr qu'au niveau du RGCQ, on demande à Québec de modifier la chose. Là, il y a une pétition qui court. Est-ce que ça va être un élément additionnel qui va stimuler? Je l'espère. En fait, c'est une démarche où peu importe qui, on a tous un intérêt commun, c'est de régler les choses et de ne pas dépenser nos impôts à payer des juges qui vont entendre des causes, excusez-moi l'expression, de papier de toilette. Là. Le gros bon sens, c'est ce qu'on souhaite. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite et regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Merci beaucoup. Mais bonne journée. Merci. Merci, Gabriel, d'avoir présenté la vidéo très, très intéressante, en fait, qui fait vraiment une grosse boucle sur le dossier. Mais ma question, je vais la poser à Maître Paradis ce soir en débutant, si vous permettez. Comment se fait-il qu'on est rendu là, malgré tous les travaux qui ont été faits depuis ces changements-là? Maître Paradis, vous avez été présent sur plusieurs comités dans ce dossier-là. Vous êtes aussi le président du RGCQ du chapitre de Québec. C'est quoi la lueur d'espoir? Comment on arrive là et qu'on va s'en sortir, que les syndicats vont pouvoir investir de l'argent dans d'autres choses que des dommages par l'eau? Oui, comment on va s'en sortir, je ne sais pas. Ça va être soit les tribunaux qui vont nous en sortir, soit une modification à la loi. Mais quoi qu'il en soit, c'est manifestement une erreur de parcours parce que, donc, vous le mentionniez, là, j'ai siégé à la fois sur le groupe de travail sur la réforme du droit de la copropriété puis le comité consultatif qui en a suivi. Alors, c'était 2 comités. Le premier a été formé par la Chambre des notaires avec la volonté du ministère de la Justice à l'époque
de procéder à une réforme du droit de la copropriété. Alors donc, le groupe de travail était formé d'experts de tous les domaines, des avocats, des notaires, mais aussi des gens d'évaluation, en fait, tous les gens qui œuvrent dans le secteur de la copropriété. Donc, on s'est réunis tous ensemble pendant plusieurs semaines là, pour examiner tous les volets d'une possible réforme du Code civil. Donc, on a étudié article par article du Code civil, mais on a aussi abordé tous les sujets reliés à la vente, au préalable, avec toutes les relations avec le promoteur. Même on est entré dans la construction des condos. On est parti vraiment de A à Z de la copropriété. Évidemment, l'aspect des assurances a fait partie de cette analyse qu'on a fait des problèmes qui existaient en copropriété depuis la dernière réforme de 1994. Mais les assurances n'étaient pas nécessairement un des volets que tous les experts jugeaient étaient les plus importants parmi ceux à considérer. Là. Quand je revois les notes du groupe de travail, et par la suite, là, je vais vous parler du comité consultatif, mais quand je revois les notes du groupe de travail, essentiellement, il y avait les points relatifs aux assurances, c'était l'obligation d'avoir une évaluation valeur à neuf pour être sûr que lorsqu'il y avait un sinistre, que l'immeuble soit assez assuré. Donc, c'est fondamental. Les assureurs, les administrateurs ont cette responsabilité-là, mais on sait qu'en copropriété, les administrateurs changent tout le temps. Donc, qu'est-ce que les autres ont fait avant nous, on ne le sait pas trop. Donc, il fallait vraiment encadrer ça pour être sûr que tous les syndicats aient une assurance suffisante qui couvre toute la valeur de l'immeuble. On a aussi, évidemment, on a constaté, ça a été un problème qui nous a été soulevé, c'était la difficulté à identifier ce qui était des améliorations dans les appartements. Alors, parce que chaque copropriétaire assure les améliorations, tandis que le syndicat assure les parties communes, parties privatives. Donc, pour les améliorations, ben là, c'est quoi qui est une amélioration? À partir de quoi on juge que doit être une amélioration? Donc, on a proposé qu'il y ait une description des parties privatives. Vous le savez, ça a été mis en place. Tout le monde maintenant est obligé d'avoir une description de ses parties privatives. Donc, ça, c'est une mesure qui a effectivement été adoptée. On a aussi une mesure qui n'est pas encore en vigueur, mais qui a été adoptée, c'est celle des franchises raisonnables. Il y a des gens évidemment, il y a des gens qui sont venus nous dire qu'il y avait des franchises de 50, 100, 500 000 même dans des condos, même des condos neufs qui viennent juste d'être construits. Alors, déjà, c'était inquiétant et puis on a soulevé qu'il fallait aborder la question des franchises raisonnables. Ce n'est pas encore en vigueur, mais bon, il y aura un règlement qui va nous dire qu'est-ce que c'est une franchise raisonnable en copropriété. On a évidemment proposé que ce soit obligatoire que les copropriétaires aient une assurance responsabilité, de même que les administrateurs de la copropriété, parce que quand tu es un administrateur de copropriété, on s'entend que il y a bien des copropriétaires qui cherchent des boucs émissaires pour ce qui va mal à la copropriété, puis tombent sur les administrateurs. Donc, les administrateurs doivent être protégés, sinon il n'y aura plus de volontaires. Puis finalement, bien, il y a eu une question qui était plutôt technique, c'était la subrogation de l'assureur contre les copropriétaires. Ça, ça relève plus du droit, mais ça, c'est les experts en droit qui avaient soulevé qu'il y avait des problèmes relativement à ça. Mais il y a pas été, le problème des sinistres, ça n'a pas été soulevé d'aucune façon comme étant un problème de la copropriété. J'ai relu mes recommandations du comité, ça ne faisait pas partie des recommandations. Alors donc, c'est un sujet là, qui a débordé du cadre de la réforme qu'on avait proposée. Quand on est arrivé ensuite au comité consultatif, puisque là, au groupe de travail, on a fait des recommandations, puis le ministère nous a demandé ensuite de fermer un comité consultatif où Yves s'est joint à nous à ce moment-là. Et le comité consultatif, bien, nous, on a fait des auditions de toutes les associations, puis de tous les copropriétaires, tous les syndicats qui voulaient venir s'exprimer sur les problèmes qu'ils vivaient en copropriété, qui avaient déjà pris connaissance de notre premier rapport, bien, sont venus dire « Oui, vous avez raison, il faut soulever ça, il faut soulever ça, mais vous n'avez pas pensé aussi à soulever tel point. » Encore une fois, il ne s'est pas rajouté grand-chose au niveau des assurances puis des sinistres, parce qu'à cette époque-là, les sinistres, ça se réglait très bien. Moi, comme avocat, je n'avais pas beaucoup de dossiers de sinistres. Puis,
sais, les clients m'appelaient et disaient, écoutez, là, laissez l'assureur, votre assureur puis l'assureur du copropriétaire vont régler ça entre eux. C'est toujours comme ça que ça se règle. Puis là, Yves va vous expliquer tout à l'heure comment ça s'est mis à déraper après nos travaux de refonte du droit de la copropriété. Puis que le projet de loi 16 a abouti à mettre en place la majorité des suggestions qu'on avait faites. Mais toute la question des assurances a dévié dans le projet de loi 141-41. Il va vous expliquer là, comment ça a pu dévier. Lui, il a suivi ça, il était un participant à tout moment, je pense, Yves, de l'adoption de ces textes de loi-là dont l'effet, malheureusement, n'était pas du tout celui qui est arrivé actuellement, puis dont on veut se départir parce qu'on veut revenir comme avant où on n'avait pas d'appel comme avocat lorsqu'il y avait un sinistre en copropriété. Ça n'a pas de sens. Les sinistres en copropriété, ça oppose le syndicat avec ses copropriétaires. Imaginez les gens dans le même immeuble se poursuivre, ça n'a aucun sens. Puis, si vous permettez, M. Paradis, juste renchérir sur la situation, je crois que ce qui est très dommageable, c'est qu'il y a même des copropriétaires eux-mêmes qui sont tellement mal à l'aise de voir leur assurance se retirer du dossier que décident de payer d'eux-mêmes le dommage. Et là, on est en train de se dire, ben, pourquoi on paye-tu dans le vide? Ce que disait Maître Jolicoeur dans le reportage, ben, je paye une responsabilité civile, on me demande de l'augmenter, mais en plus, il y a des chances que je ne m'en serve pas souvent. Donc, c'est dommage de voir toutes les démarches que vous avez faites avec d'autres personnes pour le groupe de travail du comité consultatif et voir ça dévier de cette façon-là, qui maintenant amène les syndicats de copropriété à pelleter de l'argent des contributions dans les sinistres et malheureusement ne pas placer cet argent-là dans l'entretien du bâtiment ou la réfection des parties communes. Je pense que c'est important pour voir où on s'en va, de voir d'où on est venu. Ça, c'est Yves qui est mieux placé pour vous expliquer peut-être comment on en est arrivé là avec les projets de loi 141-41, parce que c'est pas ça que le groupe de travail et le comité consultatif avait prévu du tout. Là. OK. Merci, M. Paradis. Je vais vous inviter, M. Jolicoeur, à renchérir sur ce qu'on est en train de discuter. Merci, Mme Couture. En fait, je vais expliquer un peu la structure du RGCQ. On a des chapitres régionaux, notamment à Québec. Et la responsable du chapitre régional de Québec, qui s'appelle Nicole Veillette, recevait plusieurs appels de membres qui disaient, écoutez, il nous arrive des choses qui n'ont pas de bon sens dans notre immeuble, notamment le fait que lorsqu'on a des sinistres dans l'immeuble qui sont en dessous du montant de la franchise, on demande aux copropriétaires impactés par le sinistre de contribuer aux travaux de réhabilitation. Alors, je m'explique un peu plus. Vous êtes dans votre salon un samedi matin, et à un moment donné, la baignoire de votre voisin vous coule sur la tête et les dommages sont moins que le montant de la franchise d'assurance. Alors, évidemment, le syndicat à l'époque disait, bien, écoutez, on a une franchise de 25 000, nous, on ne couvre pas ça. Alors, c'est aux assureurs des copropriétaires concernés de s'en occuper. Alors, où ça a dévié, ce dossier-là, c'est qu'à un moment donné, les experts en sinistre allaient rencontrer les copropriétaires victimes du sinistre et on leur disait, bien, écoutez, la loi prévoit que c'est à vous à demander l'intervention de votre assureur comme copropriétaire pour les dommages qui ont été causés par votre voisin. Alors, bien des gens, évidemment, ignoraient le mode de fonctionnement, puis se fiaient à ce que l'expert en sinistre déclarait et finalement appelaient leur propre assureur pour demander l'intervention de leur assureur. Puis effectivement, l'assureur du copropriétaire qui était sinistré par le voisin, elle disait, bien, écoutez, M. Jolicoeur, on va payer, mais sachez que vous avez une franchise d'assurance de 1 000 $. Alors, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? C'est que mon voisin me faisait couler sa baignoire sur la tête et ça venait de me coûter 1 000 $. Alors, évidemment, nous autres, au niveau du RGCQ, on a investigué, on dit comment ça se fait, comment des experts en sinistre qui sont encadrés par un organisme qui s'appelle la Chambre d'assurance dommages du Québec, qui est un organisme qui est un régulateur qui assure la protection du public. Comment se fait-il que des experts en sinistre peuvent déclarer ça? Et un jour, une dame qui est experte en sinistre parle avec un de mes associés de l'époque qui lui dit, bien, écoutez,
C'est ça qu'on nous enseigne dans notre formation construite par l'autorité des marchés financiers. Et là, on était sceptique. Comment l'autorité des marchés financiers peut donner, dans le fond, une instruction qui est fausse? Et on était sceptique. Finalement, la dame nous envoie son cahier de formation et on découvre que dans le cahier de formation de l'autorité des marchés financiers qui forme les futurs experts en sinistre, on enseignait la convention du BAC comme si la convention du BAC était une loi. En fait, c'était une convention interassureur pour, dans le fond, gérer entre eux les indemnités qui versaient. Mais dans le milieu des experts en sinistre, on disait que c'était la règle. Alors évidemment, on a dénoncé à l'autorité des marchés cette façon de faire. Puis on leur a surtout dit, écoutez, là, on s'en va vers une réforme législative. Assurez-vous que les textes de loi en devenir ne répètent pas ce dysfonctionnement. Et c'est comme ça que 1074.2 nous est arrivé. Et juste quand même attirer votre attention, le fait que 1074.2, c'est dans les derniers projets de loi que les libéraux ont produits en fin de session. De mémoire, je pense que des articles pertinents à l'assurance en courtier étaient dans un autre projet de loi, je pense 151, je me souviens bien. Puis en toute fin de session parlementaire, on a dû déplacer les articles dans le projet de loi 141 si je ne n'induis pas les gens en erreur. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, il faut comprendre qu'en assurance, c'est le ministre des Finances qui dépose des projets de loi. En l'occurrence, c'est M. Laitao qui a déposé le projet de loi 141. Alors, le projet de loi est déposé, voté, et on se ramasse avec la première mouture de 1074.2 qui a amené un peu ce qu'on a exposé, que j'ai exposé dans l'exposé, où les assureurs, dès que ça rentre en vigueur, disent, bien écoutez, s'il n'y a pas une faute directe de notre assuré, là, je parle des assureurs en responsabilité civile et propriétaire, on ne paye pas. Alors, on a eu un cas, je me souviens, durant l'hiver qui a suivi, un cas, je me souviens, à l'île des Sœurs, où l'occupant, en pleine tempête de neige, décide de se balader, laisse la porte patio ouverte, les tuyaux explosent, gèlent, 3 pieds de neige dans l'appartement. Et on avait une franchise assez importante de 100 000 $. Puis l'assureur du propriétaire en responsabilité civile dit « Ah, mais écoutez, ce n'est pas mon assuré qui a laissé la porte ouverte. » C'est assez choquant, surtout quand c'est l'ensemble des propriétaires qui devront contribuer aux 100 000 $ pour une porte patio laissée par totale négligence. Alors évidemment, on a dénoncé au niveau du RGCQ cette mesure législative. Il y avait déjà eu une première pétition qui avait été également initiée. Et à l'époque, c'est les travaux parlementaires du projet de loi 16 qui ont cours à l'Assemblée nationale. Et Mme Thériault, qui était l'ancienne ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui avait déposé le projet de loi 401, qui s'est transformé dans le projet de loi 16 avec la CAQ, interpelle la ministre responsable en disant, écoutez, on vit, Mme la ministre, une problématique terrain. Alors, Mme Thériault, en pleine commission parlementaire, dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Les citoyens nous interpellent sur l'application 1074.2. Et je paraphrase, et la ministre Laforêt dit, oui, on est conscient, il y a une problématique, elle est réelle, et on travaille sur une solution. Alors, juste vous dire qu'au niveau du RGCQ, on a quand même interpellé les parlementaires de part et d'autre, les libéraux puis la CAQ, qui de bonne foi disent, ben oui, il y a une problématique. Et il va venir par la suite le projet de loi 41 qui est venu modifier 1074.2 pour venir extensionner le régime de responsabilité. Et c'est de ça dont on parle ce soir. Alors, malgré ce changement législatif, les assureurs signent encore et tiennent toujours le même discours. C'est pas couvert, il n'y a pas de faute directe, on a un nouveau texte de loi et on continue à ne pas payer. Alors, évidemment, c'est comme si les assureurs étaient dans un monde à part. L'Assemblée nationale lance un message clair, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a pas de débat parlementaire, je pense qu'il n'y a pas de débat partisan chez les libéraux, chez la CAQ, ou soit le PQ, ainsi de suite. Cette mesure législative ne fonctionne pas. Alors, on a, au niveau du RGCQ, vous voyez, en commission parlementaire, fait des représentations, on a travaillé très fort
pour avoir une loi qui assure un équilibre certain, un équilibre important parce que notre régime du droit de la copropriété repose sur un régime d'assurance performant. Vous savez, quand la loi, il faut quand même le retenir au Québec, la loi oblige les syndicats copropriétaires à s'assurer. Mais dans le Code civil, il n'y a pas d'autres dispositions législatives qui obligent quelqu'un à s'assurer. Récemment, on est venu créer une obligation en octobre dernier pour les copropriétaires de s'assurer en responsabilité. On a créé une obligation. Puis en bout de piste, les assureurs ne suivent pas. Bien là, il y a une problématique. La problématique, si le texte de loi n'est pas assez clair, bien, il faut le changer. Il faut arriver avec une mesure législative plus performante. Et on sent dans les gens du milieu de l'assurance une résistance qui met en péril la sécurité financière de la copropriété parce qu'on continue à tenir encore le discours. Puis pourtant, on ne change pas grand-chose. Hein. On va vous montrer là, la mesure législative au niveau du RGC qu'on a proposé qui soit présenté à l'Assemblée nationale. C'est le texte qui est ici. Alors, je vous le mets en perspective. On va le mettre un peu plus clair. Là. Évidemment, c'est du... Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est du charabia juridique. On est obligé de fonctionner avec les textes de loi. Alors donc, 1074.2, tel qu'on le connaît depuis le 17 mars 2020, c'est celui qui apparaît à l'écran. On dit que les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises, parce que c'est de ça dont on parle, et la réparation du préjudice occasionné au bien dans lequel il y a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes. Bon, pourquoi cette mesure législative a été écrite comme ça? C'était pour mettre fin au dysfonctionnement qu'on avait chez les assureurs. Sous réserve des dommages, intérêts qu'il peut obtenir du propriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute, et dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'il a sous sa garde. Passons notamment à un chauffe-eau. Et on dit la réputée non écrite de stipulation qui déroge aux dispositions. Alors, pour éviter une question d'ambiguïté, ce qu'on préconise, c'est de changer de 1074.2 par ce qui suit. Les sommes engagées par le copropriétaire pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné au bien dans lequel il a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages et intérêts qu'il peut recourir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice contractuellement en vertu des termes prévus dans la déclaration de copropriété. Et sachez, là, ceux qui nous écoutent ce soir, que depuis des décennies, on a dans les déclarations de copropriété des clauses qui visent à responsabiliser les copropriétaires. Donc, on dit, si on a des clauses dans les déclarations de copropriété qui prévoient un régime de responsabilité, pensons au locataire. C'est la clause qui dit que le copropriétaire est responsable de son locataire, bien, elle s'applique. Parce que nous, comme syndicat, on ne vérifie pas l'identité, la solvabilité d'un locataire. Même pire encore, il n'y a aucune loi au Québec qui oblige les locataires à s'assurer, contrairement à ce qui existe en France. Donc, on dit préjudice contractuel en vertu des termes prévus à la déclaration de copropriété ou à l'absence de clause à cet effet dans la déclaration de copropriété de manière extra-contractuelle, conformément notamment à l'article 1457. Alors, évidemment, le texte que vous avez à l'écran, c'est un élément pour susciter l'intérêt. On n'est pas des légistes. Là, on sait très bien qu'il y a un travail des légistes qui devrait être fait. Et on va juste remonter aussi, parce que je n'ai pas fini de faire la présentation, descendre. Et on est venu dire également, il y a juste ce qui est en bleu, il y a également lieu de spécifier dans un autre article introduit dans la loi que cette modification 1074.2 est déclaratoire, comme elle fut faite pour l'article 157 du projet de loi 16 concernant les modifications tacites au règlement d'immeuble contenues aux déclarations de propriété. En fait, cette nécessité de venir dire que c'est déclaratoire, c'est qu'on ne veut pas que ça soit considéré comme constitutif de droit nouveau. Nous, on pense que c'est ça qui s'applique. On demande que le texte soit encore plus clair, mais nous, on pense que les dispositions des déclarations de côté qui créent un régime contractuel s'appliquent encore. D'ailleurs, il y a une décision intéressante du juge Massol qui a été rendue par la Cour du Québec, qui est venue, dans le fond, nous réconforter que
même la modification de 1074.2 n'est pas venue changer grand-chose, elle est venue donc clarifier les règles de droit. Alors, moi, je pense qu'il y a une nécessité, et c'est important, d'un geste législatif pour, tel que je l'ai mentionné, éviter d'encombrer la division des petites créances par des poursuites à répétition, parce que là, il va y en avoir des centaines et des milliers peut-être dans les années à venir, où vous allez avoir des administrateurs de copropriété, des bénévoles qui vont devoir perdre une journée de travail pour poursuivre leur voisin qui a été malchanceux. Parce que, oui, c'est sûr qu'il y a des négligents, mais il y en a qui sont malchanceux. Pourquoi on va poursuivre son voisin? Parce que le voisin, son assureur en responsabilité, il lui dit, bien, monsieur, admettez jamais votre responsabilité, parce que si vous admettez votre responsabilité, sachez qu'on ne vous paiera pas. Donc, le copropriétaire, il est obligé de contester le recours en justice du syndicat parce que son assureur lui dit cela. Alors, imaginez comme ça, c'est agréable une copropriété où tu te ramasses dans une situation où toi, comme copropriétaire, tu te fais dire par ton assureur, n'admettez pas votre responsabilité. Puis pourtant, comme copropriétaire, on se sent responsable. Moi, j'ai un cas d'esprit, là, très rapidement, je vous le conte. Une dame refait sa salle de bain. Elle engage un plombier. Et le plombier oublie de brancher la baignoire. Puis après le bain, on vide le bain. Puis tu sais, comme copropriétaire, on s'attend que l'eau va descendre dans le tuyau, la canalisation. Ben non, l'eau est descendue chez le voisin du bas parce que la baignoire n'avait pas été branchée. Ben, l'assureur a été en responsabilité civile de cette dame-là. Ben, elle lui dit, mais madame, admettez pas ça. C'est aucunement votre faute. C'est le plombier qui a fait l'erreur. Ben là, la copropriétaire dit, ben, c'est parce que c'est moi qui l'ai engagé, le plombier. Je suis responsable de mon plombier. Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que la loi dit. Alors, on va avoir certainement 3 heures d'audience devant un juge de la Cour du Québec à entendre une histoire de baignoire où la dame va dire, ben, écoutez, monsieur le juge, madame la juge, voici ce qui s'est passé. Je suis désolé. Et on va se ramasser avec des histoires qui n'en finissent plus, où les juges, je pense, de la Cour du Québec ont autre chose à entendre, des histoires de baignoire, l'histoire qui a été rapportée par la journaliste de LCN. Donc, c'est un peu ça. Yves, en plus, dans ce cas-là, ben, l'assureur qui va payer, là, c'est lui qui va exercer le recours contre le plombier qui vraisemblablement lui aussi a une assurance, puis l'assurance du plombier va rembourser l'assureur de la copropriétaire, mais sans que le syndicat se soit engagé dans des procédures à cause de ça. C'est les assureurs qui règlent ça entre eux. Voilà. Exact. Merci, Maître Jolicoeur. Ça éclairci. Je suis convaincue dans la tête des gens qui nous écoutent des choses. Mais merci, Maître Paradis, du commentaire. Mais je trouve très désolant pour vivre ça au quotidien. Et c'est le quotidien de tous les gestionnaires et administrateurs bénévoles de se battre pour éviter de dépenser des sommes phénoménales pour réparer des portions d'immeubles qui sont une négligence qui devrait être prise en charge par des externes, donc des assureurs, tout ça. Mon point m'amène à Mathieu Sirois, surtout que leur travail est ultra essentiel, parce que je crois, je vais demander à Mathieu d'expliquer son travail, mais je crois qu'actuellement, pour les syndicats et les gestionnaires, dans les sinistres de dommages par l'eau, qui sont la grosse majorité des sinistres dans les syndicats de copropriété, bien, on n'a quasiment plus d'options de ne pas faire affaire avec un expert comme Mathieu parce que ce sont les seules personnes habilitées à essayer d'échanger avec les assureurs et de voir comment ça marche. Mathieu, pourriez-vous, je sais que vous l'avez déjà expliqué, mais on va le répéter ce soir, qu'est-ce que c'est le travail d'un expert en sinistre dans un premier temps et pourquoi le syndicat a avantage à vous impliquer rapidement pour l'aider?
notre travail, notre mandat principal, c'est de chercher la cause. Et puis, une fois que la cause est identifiée, ben, c'est d'établir le plan de marche, voir, établir s'il y a une responsabilité qui est à faire porter par un tiers, soit par un copropriétaire, un fournisseur, un manufacturier ou autre. On a techniquement le mandat là, de revoir la déclaration de copropriété. Et puis, l'article dont il est question ce soir, le 1074.2, rend plusieurs choses comme étant non écrites. Ce qui fait en sorte que ça modifie là, le mandat d'une certaine façon, alors que précédemment, on avait des options là, pour faire porter la responsabilité, ou parfois où ça n'était pas possible selon ce qu'avançait la déclaration. Là, on se retrouve aussi avec un volet qui est avec les franchises plus élevées, ce qui a fait l'objet d'une émission antérieure où on disait que les syndicats étaient orphelins d'assurance. Donc, non seulement sont-ils orphelins d'assurance pour tout ce qui est sous leur franchise, mais ils se retrouvent également avec une quasi systématique négation, soi-disant parce qu'il n'y a pas de faute commise là, par le responsable du dossier. Donc, nous, notre travail va être vraiment de documenter pour montrer que soit il y a eu négligence, soit il y a eu imprudence, soit il y a eu quelconque comportement, soit par je nomme le copropriétaire, puisque c'est de ça dont il est question ce soir, là, par le copropriétaire, ça peut être par son locataire, par un de ses invités ou simplement par un de ses biens, parce que c'est difficile de concevoir, là, ça va contre le bon sens. Que si, par exemple, un tuyau d'un réfrigérateur qui alimente la machine à glace vient à fuir, la responsabilité du propriétaire de ce frigo-là ne serait pas engagée là-dessus. Donc, ça va être de documenter avec version de l'un, de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire de tout autour de ce sinistre-là. Et s'il y a lieu, bien, cogner à la porte là, de son assureur, puis d'expliquer notre version des faits, puis que si le gros bon sens vient à dominer, bien, souvent, on voit qu'un assureur qui peut avoir nié responsabilité sur le fait qu'il n'y a pas de faute, bien, réalise que finalement, s'il n'y a pas de faute comme telle, il y a une certaine responsabilité. Puis c'est difficile, dans les circonstances, de se cacher là, en se disant, ben oui, mais c'est pas de sa faute, il en est responsable. On a bien des exemples là, qui montrent là, qu'il y a une ouverture là, chez l'assureur après cette totale fermeture-là, de faire en sorte que bien, on peut voir le bon sens où il y en a. Et notre rôle d'expert en sinistre là-dedans, bien, ça peut faire en sorte que la copropriété n'a pas besoin d'avoir recours à un avocat pour aller cogner aux portes et faire voir le bon sens, comme je l'évoquais plus tôt, notamment. Diriez-vous, Mathieu, que plus ça va, est-ce qu'on sent un vent de changement? Parce que là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. On ne pourra pas continuer d'aller dans ce sens-là quand le gouvernement amène des nouvelles lois pour entretenir mieux ces bâtiments, puis on les laisse pelleter d'argent dans les frais de se défendre, puis dans les frais de réparation. Ben, c'est ça. C'est dommage pour le syndicat qui va justement, comme vous le dites, perdre de l'argent pour des choses où il n'y aurait pas à le faire. Puis cet argent-là qui est mis là-dedans, ben, il ne va pas ailleurs où c'est plus important, puis où l'intérêt commun de l'ensemble des copropriétaires. Et c'est pas vrai qu'un copropriétaire qui est responsable, qui se sent responsable, se retrouve à s'en laver les mains, ni plus ni moins. C'est contraire au bon sens. C'est ça qui doit prédominer. Je pense que c'est un peu l'esprit de toute la démarche qui est en cours avec les pétitions. Et si je vais y revenir à la pétition, c'est un bon point, mais si je vous demandais, pour nos gens qui sont à l'écoute, qui sont administrateurs de copropriété bénévoles, qu'on le répète souvent, mais c'est important. Puis ceci dit, il faut rappeler aussi qu'on vient créer un stress dans le rôle de nos administrateurs, dans lequel cas on a de la misère de plus en plus à recruter des administrateurs bénévoles pour faire le travail. Mais diriez-vous, Mathieu, est-ce qu'on commence à sensibiliser? Est-ce qu'on sent rassurez-nous, on a-tu un petit vent de changement qui s'en va? Bien, on a beaucoup de gens bénévoles passionnés qui se mettent dans le mouvement, mais souvent, c'est justement bénévoles
ils le font parce que personne d'autre veut le faire dans la propriété. Puis, je pense que nous, comme experts en sinistre, on peut très bien servir ces gens-là et les assister dans des situations dans lesquelles ils se passeraient là, très bien. On peut intervenir pour le compte de l'assureur, bien sûr, mais avec les franchises élevées qu'on connaît, il y a lieu d'intervenir et de changer notre mandat. Oui, tout à fait. Merci. Et les administrateurs peuvent vous appeler directement. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'assurance du syndicat ou l'assurance du copropriétaire. Ils peuvent vous donner un mandat de dire « Viens nous aider à régler ce sinistre-là parce qu'on n'en voit pas clair. » Oui, puis ça peut être un mandat de contre-expertise aussi. Si on a reçu de leur assureur, c'est une perte qui est au-delà de leur franchise, mais que pour raison X, là, ils demandent une expertise autre. Bien sûr, on peut intervenir là, pour ça, puis voir souvent démêler qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, puis leur dire si oui ou à notre humble avis, là, non, il y a eu faute ou pas. Puis s'il y a eu faute, puis ils veulent entreprendre des démarches, on peut les aider. OK. Merci, Mathieu. Et nous avons une petite question d'un de nos auditeurs. Avons-nous de récentes jurisprudences en faveur des copropriétaires? Là, ma question est à Maître Paradis ou à Maître Jolicoeur. Est-ce qu'on commence à avoir des jurisprudences qui peuvent faire changer les choses? On a une décision, là, on l'a mis en ligne sur le site Condo Légal, une décision tout à fait récente du juge Massol qui est venu, dans le fond, paramétrer les obligations d'un syndicat envers un sinistre, la gestion d'un sinistre, mais je n'ai pas, à ma connaissance, vu une décision qui est venue dire que les clauses contenues dans les déclarations de côté étaient inopérantes en raison des dispositions 1074.2. Bon, l'autre chose aussi qu'il ne faut pas se cacher, c'est qu'on est dans du droit très spécialisé avec des bénévoles qui vont devant un juge de la Cour du Québec, qui sont certainement très compétents, mais il faut juste se rappeler, même pour un juge, c'est un domaine très, très spécialisé, la côté de vie. Le droit des assurances en côté de vie, c'est très spécialisé. Alors donc, pour les juges, ce n'est pas forcément très évident. Ils sont un peu laissés à eux seuls pour voir à interpréter. Alors ici, là, c'est une actualité qu'on a mis en ligne, la responsabilité des côtés en cas de sinistre. J'explique qu'une réforme s'impose. Mais j'ai cité deux décisions du juge Massol qui sont d'ailleurs intéressantes. Peut-être qu'on pourrait, si on descend de l'article, on les voit dans le bas de l'article. Juste un peu ici plus bas. On va juste peut-être aller cliquer sur les deux décisions. Là, on va en cliquer une, on va en voir une, parce que quand vous allez sur le site Condo Légal, on fait des hyperliens sur les décisions de cours, là, dès qu'on en a qui sortent, là, qui sont rapportées. Et on a le raisonnement fait par le juge un peu plus bas, là, les 4 points. Donc, on va peut-être descendre un peu plus bas. Gabriel descend. Donc, un peu plus bas. Voilà. Alors, c'est intéressant. Moi, je vous dirais que c'est le paragraphe 24 là, qui est intéressant, cette décision du juge Massol. On nous dit, malgré les avatars, très beau terme du juge Massol, que l'article 274 contient, il convient de résumer la situation telle qu'applicable au moment des événements dans la présente affaire. Le syndicat avait l'obligation d'assurer l'ensemble de l'immeuble, y compris les parties privatives. En octroyant un intérêt assurable dans les parties privatives et communes au syndicat, le législateur désirait manifestement que celui-ci soit responsable de réparer le sinistre. Le juge Massol cite un article de doctrine que j'ai écrit, la référence 15, est un article de doctrine que j'ai fait dans les récents développements en droit de la routier. Si le syndicat décide de ne pas réclamer d'indemnité, par exemple, lorsque les dommages sont relativement minimes, il devient son propre assureur. Il aura l'obligation de voir avec diligence à la réparation du dommage causé au bien de l'assuré. Alors, le point E, c'est un élément qui n'est pas très pertinent pour les fins de notre discussion ce soir. Alors, ce qu'il faut retenir, puis c'est ce que je pensais de ces articles-là, c'est que les syndicats de copropriétaires, aujourd'hui, doivent acter comme des assureurs
Donc, la présence d'un expert en sinistre qui enquête, qui investigue, bien, si moi je suis un assureur et j'ai une franchise de 50 voire 100 000 on ne s'engagera pas forcément un avocat, il va falloir engager un expert en sinistre pour essayer de comprendre les circonstances du sinistre. Et on doit, nous, comme syndicat, réhabiliter les lieux qui ont été sinistrés. Alors, si quelqu'un fait déborder sa baignoire et qui fait que les planchers de l'appartement viennent de gondeler, puis qu'on est en dessous du montant de la franchise, bien, c'est le syndicat qui va devoir faire des travaux de réhabilitation. Écoutez, là, les bénévoles qui sont ces conseils d'administration ne sont pas du tout préparés à ça. Donc, ils ont besoin d'aide dans ces choses-là. Alors, si évidemment on peut établir une responsabilité à un copropriétaire, bien, c'est là que le rôle de M. Sirois, comme expert en sinistre, dans le fond, d'identifier la responsabilité du copropriétaire, bien, elle va être pertinente. Puis, ce n'est pas à tous les voisins à payer des dossiers qui relèvent de la responsabilité d'un copropriétaire. Vous savez, on a des déclarations de côté qui comportent des clauses particulières. Pensons, Valérie, aux clauses sur les chauffe-eau. Tu sais, quand on a une déclaration de côté bien montée, on nous oblige à changer les chauffe-eau à tous les 10 ans. Bien, si le copropriétaire est négligent et qu'il n'a pas changé, bien, on a un régime de responsabilité contractuelle. C'est lui qui en est responsable. On a des déclarations qui obligent de fermer lorsqu'on part pour un certain temps. Oui. L'alimentation d'eau. J'ai rédigé tout récemment une fiche sur les dégâts d'eau. Elle est en ligne depuis le week-end passé, où justement j'aborde cette question de la gestion du risque. Ce que l'auditoire doit retenir, c'est qu'une déclaration de côté, c'est un outil de gestion de risque. Plus la déclaration de copropriété, elle est bien structurée, elle est bien faite, plus on est capable d'établir un régime de responsabilité à l'égard d'un copropriétaire négligent. Alors là, vous avez ici la méga fiche avec plusieurs sous-fiches, causes et conséquences, comment prévenir un dégât d'eau, que faire en cas de dégât d'eau, à qui la faute. J'ai fait une sous-fiche sur les systèmes de détection de fuite, les régimes des assurances, parce qu'on sait, hein, ce qui coûte le plus cher en copropriété, c'est les dégâts d'eau. Alors, moi, ce que je dis ce soir aux administrateurs, aux gestionnaires, révisez vos déclarations de copropriété. Parce qu'en ayant des déclarations de côté performantes, c'est un outil de gestion. Si je n'ai rien sur les chauffe-eau, je n'ai pas de clause particulière qui nous permet, même dans certaines circonstances, d'aller changer le chauffe-eau du côté qui ne le fait pas. Oui. Puis, tu sais, il faut se rappeler une chose, il y a toujours un dégât d'eau de trop. Vous savez, il y a certains assureurs rendus au 3e sinistre, là, ils ne renouvelleront pas. Ce n'est pas juste de payer le montant de la franchise, c'est de ne pas se trouver un assureur lors du renouvellement. Et avec Vincent Gaudreault, j'ai fait plusieurs dossiers de copropriété orpheline d'assurance. Il ne se trouve plus d'assurance. Puis quand on ne se trouve plus d'assurance, on se ramasse dans les marchés secondaires de Londres, des augmentations considérables de primes. Alors, ce soir, là, il faut que les gens retiennent une chose, c'est qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui les copropriétaires gérer les risques dans leur appartement à leur bon vouloir. Il faut avoir à l'esprit. Et ça, c'est le rôle des gestionnaires. On pourra peut-être en parler avec Mme Couture. C'est le rôle des gestionnaires de recommander à leurs clients des politiques de gestion de risque aussi. Parce qu'on a des copropriétaires qui sont négligents, mais est-ce qu'on a besoin des gardes d'un copropriétaire négligent d'attendre que le sinistre se passe? Ben, je ne pense pas. Donc, c'est dans ce sens-là que l'outil qu'une déclaration de copropriété est drôlement importante. Mais Major Cap, pendant vos commentaires, vous avez couvert plusieurs choses. Dans un premier temps, effectivement, c'est bien beau, mais on prend l'argent des copropriétaires pour réparer des choses qui devraient être assumées par un autre assureur. On entache le dossier gravement du syndicat si ça arrive à plusieurs reprises. Et on a souvent des auditeurs qui nous écoutent qui sont soit copropriétaires en petits syndicats ou administrateurs de petits syndicats. Bien, eux, là, ils ont des petites franchises. Donc, changer un plancher, ce n'est pas long qu'on a dépassé. Et si on est malchanceux, 2 années de suite,
vous le savez, ils risquent de ne plus être assurés ou délaissés par leur assureur actuel. Ça, c'est un problème tellement important. J'espère que les gens qui écoutent ce soir vont entendre ce message-là. Il faut intervenir rapidement parce que les sous s'en vont à la mauvaise endroit. Vous avez parlé aussi de la déclaration, de la refonte des déclarations. Si vous saviez comme gestionnaire comment on essaie de convaincre les administrateurs que c'est une chose importante, parce qu'on a des déclarations de 88, 92, ils ne sont pas du tout prêts à traverser avec cette déclaration-là de bien gérer leur bâtiment parce que c'est désuet. Et là, au lieu d'investir dans la déclaration, on prend l'argent et on répare des dégâts d'eau. Vous comprenez qu'on est dans un cycle infernal. L'autre chose, on a eu une question qui a été demandée. La question, Mathieu, combien ça coûte faire intervenir un expert en sinistre? Je pense que c'est important d'en parler si on veut inviter les gens à faire appel à vous. Oui, bien, c'est sur une base temporaire. Bien sûr, on voit là, quel est le cas, quel est le travail à faire. On établit un plan de match. Et puis, en fonction de ce qu'il y a à faire, on convient là, d'un tarif et d'une règle générale habituellement. Là, si je dois mettre un chiffre, c'est 150 $. OK. Mais on s'entend avec la possibilité de le réclamer de la partie adverse, parce qu'on parle d'un expert. Là. En fait, là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que j'investis dans quelqu'un qui va m'aider à aller chercher peut-être une somme. C'est ça que vous voulez dire, Maître Paradis? C'est-à-dire que c'est lorsqu'on fait un recours devant un tribunal, il faut faire une preuve. Le juge va trancher uniquement sur la preuve qui lui est faite. Alors, pour faire une preuve, il y a des témoins de fait, mais il y a aussi des témoins experts qui viennent établir des causes. Si ça relève d'une expertise, les causes du sinistre, ça peut relever d'une expertise. Alors, c'est sûr que si le juge considère que l'expert a fait la démonstration par son expertise que le demandeur a raison, bien, il va accorder les frais d'expert. Alors, donc, c'est un élément qu'il faut considérer lorsqu'on engage un expert. Nous, évidemment, on dit à nos clients, écoutez, ce n'est pas tout d'avoir une situation, il faut en faire la preuve devant le tribunal. Et ça, comme copropriétaire, comme administrateur, vous pouvez nous rapporter les faits, mais vous ne pouvez pas nous rapporter la cause du sinistre si ça relève d'un bris de tuyau ou d'une défectuosité électrique. Là. Ça ne pourra pas être vous qui allez faire la preuve de ça. C'est un bon point, Maître Paradis, puis ça me ramène une question encore à vous, dans le sens où je suis un syndicat de copropriété, que j'aille 10 portes ou 30, j'ai une laveuse qui déborde ce soir, un lave-vaisselle qui déborde ce soir. Là, qu'est-ce qu'on dit à notre administrateur bénévole qui se fait cogner sa porte? Wow, ça coule chez nous. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit rapidement la sécher, etc. Comment on l'aide à bien se préparer s'il a besoin d'aller plus loin? Vous parlez du copropriétaire ou de l'administrateur? L'administrateur. L'administrateur, c'est sûr qu'il doit intervenir immédiatement. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'évidemment, tout le monde appelle un plombier. Bon, le plombier qui va venir réparer le problème d'écoulement d'eau. Alors, le plombier, souvent, moi, dans mes dossiers, en tout cas, où on a des poursuites actuellement, c'est ce plombier-là qui a identifié une cause du sinistre. Mais si l'assureur qui ensuite intervient pour le copropriétaire, lui, moi, j'ai vu, là, par exemple, une sécheuse une laveuse qui a coulé, bien, l'expert en sinistre de l'assureur, il est parti avec la laveuse pour la faire expertiser. Là, moi, mon copropriétaire, mon administrateur, il n'a pas fait ça. Là. Alors, déjà, il y a un avantage du côté de l'assureur de se dire, bien, écoutez, nous, on l'a fait expertiser, oui, mais et où la machine, puis est-ce qu'on va la faire contre-expertiser, etc. Les assureurs sont équipés pour ces dossiers-là, savent quoi faire, alors que les pauvres administrateurs, eux, sont un peu au dépourvu face à une situation comme ça. C'est important, là, on le dit ce soir, c'est important aux administrateurs que lorsqu'il y a un sinistre, il faut établir la cause du sinistre. Alors, prenez les moyens pour l'établir. Puis vous ne laissez pas personne. J'ai vu des copropriétaires qui font venir un expert en plomberie, puis il y avait un tuyau défectueux, puis on le sait, puis tout d'un coup, il est où le tuyau défectueux? Le plombier est parti avec, on ne veut plus le récupérer. Tu sais, il faut éviter ça, là. Oui. Alors, il faut toujours se mettre dans l'esprit que quand il y a un sinistre, il faut faire la preuve que le copropriétaire peut en être responsable, puis prendre les mesures pour ça.
est préconisé souvent des expertises qui vont être conjointes avec les représentants de toutes les parties. De cette façon-là, tout le monde voit la même chose. Exact. Ça peut faciliter beaucoup là, la suite s'il y a un recours, puisque tous auront constaté que la cause est tel défaut ou autre, et puis, ou que l'appareil a été modifié, réparé ou quoi que ce soit. Puis ça permet d'orienter les étapes futures. Et puis, on gagne du temps beaucoup là, si tout le monde a vu ça en même temps. Absolument. Puis là, ma question, je la lance parce que je ne sais pas qui va me répondre d'entre vous trois, mais un syndicat de copropriété commence à réparer quand? Parce que c'est bien beau ça coûte de l'argent, etc., mais il faut redonner une qualité de vie à celui qui est sinistré. Puis on ne parle pas des grands sinistres, parce que ce qui arrive souvent, c'est des petits sinistres, mais c'est dommageable. Quand est-ce, comme syndicat, comme administrateur de copropriété, je dis, bon, ben j'appelle un entrepreneur puis je fais des travaux? Après que la cause a été identifiée, ce serait la réponse que je fournirais. Donc, on fait l'urgence, on conserve les pièces, on fait venir les représentants des parties qui sont là-dedans, on établit la cause, puis une fois que la cause est claire et établie, là, on peut mettre en marche la réhabilitation. Mais oui, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, les syndicats attendent de savoir qu'est-ce que les assureurs vont faire pour envisager de faire des travaux. Alors, j'ai des dossiers où les travaux ne sont pas faits depuis 6 mois qu'il y a eu un dégât d'eau parce qu'ils attendent que quelqu'un décide qui doit payer pourquoi. Alors, c'est pas une bonne chose non plus. Là. Ça fait partie des problèmes que tout ça cause, qu'il y a une dispute entre les assureurs du copropriétaire et l'assureur du syndicat, puis personne ne s'entend. Donc, les travaux ne se font pas non plus. C'est catastrophique pour les gens qui sont affectés par ça. C'est tellement le point, on arrive à 19h57, Maître Paradis, c'est tellement le point émotif de ça. C'est que les parties sont fâchées, puis le syndicat, il dit, mais c'est pas à moi de payer, là. Il n'y a rien qui se règle. Et en quelque part, souvent, celui qui est sinistré, lui, il a juste subi tout ce qui ne va pas bien. Ce n'est pas de sa faute. Donc, vous arrivez avec un excellent point. Et puis, il faut qu'on indique aux copropriétaires administrateurs, aux administrateurs, de faire tout en leur possible pour redonner une qualité de vie à leurs gens quand on a établi la cause, qu'on est capable de procéder aux travaux le plus rapidement possible. C'est ce que le juge Massol dit dans sa décision. C'est pour ça qu'on l'a mis en ligne, cette décision-là. Il faut rappeler l'objet même d'un syndicat, c'est l'article 1039 du Code civil. Le syndicat a pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble. La conservation de l'immeuble, ça touche autant les parties privatives et les parties communes. Donc, je dois faire des travaux, je dois identifier s'il y a un responsable, le rôle peut-être de M. Sirois qui rentre dans ça. Il va identifier le responsable. Puis éventuellement, puis une décision qui a été rendue par la Cour supérieure, on doit, par contre, avant d'engager les travaux, mettre en demeure le copropriétaire responsable de venir faire tous les constats requis. Une décision dans le syndicat des barrières 6 de mémoire, là, où on est venu nous dire ça. Donc, il y aura éventuellement une mise en demeure à faire si on veut mettre en cause la responsabilité d'un copropriétaire, voire de son assureur. Et je rappelle ce soir aussi que le Code civil prévoit que n'importe quelle victime est en droit de mettre en cause la responsabilité de celui qui est la cause du sinistre, mais également de son assureur. Alors, ce que je dis souvent, c'est que si vous avez à prendre un recours en justice, disons une petite créance, considérez poursuivre également l'assureur du copropriétaire. Il va peut-être trouver ça moins drôle de perdre des journées à la cour, parce que moi, je trouve que les assureurs à responsabilité civile, là, ils s'en lavent bien les mains. Hein? Ils laissent leurs assurés se ramasser à se faire poursuivre. Puis ils disent, bon, on va peut-être payer. Là, on va vous assurer votre défense, mais on va peut-être payer. Ça n'a pas de sens. C'est un déséquilibre. Puis l'autre chose, le syndicat doit faire des travaux, mais avec quel argent? Avec quel argent? On va devoir, à partir du 15 avril prochain, constituer des fonds d'auto-assurance. On ne les a pas encore constitués. On est déjà en train de les vider. Parce qu'on a un système, c'est ce qu'il faut conclure ce soir, d'un article 1074.2, un texte législatif qui ne performe pas et on n'est pas ici pour faire plaisir à des assureurs. On est ici pour s'assurer de la pérennité du monde de la copropriété parce que ça affecte les finances d'une copropriété. Je pense, Valérie, vous l'avez dit ce soir,
au lieu de faire certaines dépenses, bien, actuellement, on met de l'argent pour gérer des sinistres. Ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous faire un budget prévisionnel en Assemblée générale annuelle en ayant à l'esprit qu'on va devoir payer des sinistres qu'on ne connaît pas? Comment voulez-vous prévoir ça alors que le législateur, par le projet de loi 16, est venu prévoir les carnets d'entretien, des études de fonds de prévoyance, les fonds d'auto-assurance, tout ce qui est prévisionnel, qu'on a un élément entre nos mains aujourd'hui qu'on ne peut absolument pas gérer en termes financiers et qui, en plus, affecte notre capacité de s'assurer. C'est quand même catastrophique. Alors là, je pense que tous ceux qui vont écouter dans les parlementaires cette web radio ce soir, j'espère qu'on va les stimuler à régler une situation qui est urgente pour ces centaines de milliers de Québécois qui vivent en copropriété. Puis rappelons-nous que la communauté québécoise, c'est ce qui va nous permettre de gérer la densification du territoire. Quand on parle des gaz à effet de serre, puis dans le fond, de créer de la densification, on ne peut pas créer de la densification sur un régime de droit qui ne fonctionne pas. Comment voulez-vous qu'on dise à un acheteur d'acheter un condo quand on a un régime d'assurance qui ne fonctionne pas? Ça n'a pas de sens. C'est sérieux comme situation. Merci, Maître Jolicoeur. Juste avant qu'on parle du mot de la fin, c'est très important de ce soir, de ce qu'on a jasé, l'article 1074.2 qui ne performe pas et qui, à la limite, détruit, parce que pour être en Assemblée générale à plusieurs reprises dans les semaines, tout le temps, le soir, le pire dossier qu'on veut présenter dans un état financier, c'est dommage par sinistre avec un montant. Là, les gens sont comme, pourquoi qu'on a payé ça? Il faut toujours revenir avec ça. Donc, merci énormément à nos invités. Je vous invite à aller sur les fiches pratiques de condo légal qui sont bien faites. Vous trouvez de l'information là-dessus pour les administrateurs bénévoles, les copropriétaires, etc. Donc, condo légal, c'est mis à jour constamment et c'est à la fine pointe des nouveautés toujours. Je vous invite aussi à lire le livre qui est l'assurance en copropriété pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe dans vos copropriétés. Et je vous invite naturellement, on voit la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale, qui est à signer. Signez-la, s'il vous plaît, pour expliquer à des gens qui ont les moyens de changer ça, qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. C'est impossible et ce n'est pas périn pour l'avenir des syndicats de copropriété. Et là-dessus, je vous remercie encore. Maître Paradis, merci beaucoup pour votre temps. Mathieu Sirois, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Maître Jolicoeur, toujours présent au rendez-vous. Et c'est Valérie Couture de Condo Stratégiste qui vous dit merci beaucoup. On vous invite à nous faire part de vos commentaires sur les sites de Condo Légal, les Facebook et tout ça, parce qu'on veut faire changer les choses ensemble. Donc, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci.